pourquoi Google Maps est capable de nous montrer le nombre exact de bateaux amarrés juste derrière moi. Et par contre, quand il s'agit de nous montrer ce qui se passe dans l'océan, on n'y voit plus rien. Pourtant, on a des drones ultra modernes qui font de la cartographie. J'en ai à ma disposition juste ici. Et du coup, je me demande comment ça se fait qu'on est capable de cartographier à 5 mètres près une planète comme Mars qui est à des millions de kilomètres d'ici, alors que pour l'océan, la précision est d'1,5 km en moyenne. L'océan, on le navigue, on le survole, on l'étudie tout le temps avec des satellites. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une carte plus précise? Aujourd'hui, je passe la journée avec RT6 qui fabrique des drones civils et militaires pour répondre à cette question. Je suis le directeur de la société RT6, société créée en 2010. L'entreprise est basée à Caudan, environ 60 personnes mais en croissance assez forte. Une forte présence à l'international, environ 80-85% de notre chiffre d'affaires réalisé majoritairement en Europe, en Asie. Que fait RT6? Alors RT6 spécialisé en acoustique et robotique sous-marine. Alors maintenant on voit beaucoup la robotique sous-marine avec les drones sous-marins, notamment pour l'exploration des fonds sous-marins. Est-ce que vous fabriquez des drones civils ou militaires, ou les deux? On a 2 lignes produits qui sont tournées sur la science, l'industrie, et puis 2 lignes produits qui sont plutôt tournées sur la défense. La défense, c'est principalement aujourd'hui l'entraînement sur la partie ASW, donc l'entraînement des opérateurs sonars, et la partie aussi déminage, MCM. Et là, il s'agit de trouver des mines, des engins explosifs, beaucoup notamment d'engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale, dans l'objectif justement de nettoyer en fait ces restes qui sont à la fois polluants et aussi dangereux au fond des océans. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la partie civile du coup? Alors les applications civiles, c'est ce qu'on appelle les opérations en mer de cartographie, bathymétrie, d'imagerie sous-marine, qui consiste à connaître les fonds marins, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'utilisation de nos produits pour la meilleure connaissance de la vie sous-marine, des fonds au sens du vivant, notamment protéger l'environnement. Et des sociétés d'études d'impact utilisent nos produits pour évaluer justement la possibilité d'installer des infrastructures en mer, mais aussi de connaître l'état du vivant avant installation et ensuite pendant et après l'installation, par exemple, des éoliennes en mer ou d'infrastructures en mer d'une manière générale. Les travaux majeurs de cartographie des océans ont commencé en 1913. Nous le verrons plus tard dans l'épisode. Nous sommes plus d'1 siècle plus tard, et la question que je me pose, c'est à quel point la cartographie des océans a avancé, quel pourcentage de l'océan est couvert. Aujourd'hui, avec Google Street View, on peut voir sa maison. Oui. On en est où niveau sous l'eau? Bon, sous l'eau, on n'en est pas à voir sa maison. C'est vrai qu'on n'a pas ce niveau de détail aujourd'hui. Le niveau de détail qui couvre à peu près le globe, c'est la connaissance des sondes, donc de la bathymétrie. On a des zones qui sont quand même bien cartographiées, hein, et ce qui est le plus accessible, c'est l'environnement côtier. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent terrestre sous-marin, c'est clair. Est-ce qu'on l'aura demain? C'est pas certain. Par contre, la problématique aussi d'avoir les outils, les instruments qui permettent d'établir ces cartes. À votre avis, pourquoi c'est important de cartographier les océans? J'ai entendu quelque chose récemment qui disait qu'on connaît mieux tout ce qui se trouve dans l'espace que tout ce qui se trouve sous l'océan. C'est important parce que c'est un milieu qui est plein de ressources qu'on ne connaît pas et qui pourrait sans doute nous apporter beaucoup de choses, dans lesquelles on soupçonne peut-être pas tout ce qui existe, et on a besoin de connaître ce qui existe sous l'eau pour pouvoir éventuellement en tirer soit des avantages et aussi le préserver, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Connaître l'environnement, c'est aussi pouvoir le préserver, savoir ce qu'il y avait avant et ce qu'on impacte par notre présence. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant la lumière sur ce qu'on va voir, on va ouvrir une espèce de brèche vers de l'exploitation minière par exemple, qui pourrait poser un problème? Est-ce que l'intérêt de cartographier dépasse quoi qu'il arrive le fait de ne pas le faire? Au fond, est-ce que c'est pas ça la bonne question? Rassurez-vous, je ne vous quitterai pas aujourd'hui sans vous avoir permis de comprendre ce qui freine la cartographie des océans, mais il faut aussi qu'on s'assure que c'est utile. Est-ce que le monde en a vraiment besoin? La nature hostile de l'océan n'est-elle pas sa meilleure protection contre nous? Quand un plongeur descend à 10 mètres de profondeur, il subit une pression 2 fois supérieure à celle de la surface. À 20 mètres, c'est 3 fois 30 mètres, 4 fois, etc., etc. Un peu avant 4000 mètres, on a le Titanic, c'est à peu près la profondeur où le Titan a
implosé. Le point le plus profond que l'on connaisse de l'océan est à 11 000 mètres, c'est la fosse des Mariannes où en 1960, Jacques Piccard, dans son sous-marin, est allé se poser. À l'époque, on n'avait pas l'IA, mais on battait déjà des records sous l'eau et dans l'espace. Je trouve ça incroyable. Dans ces profondeurs, il n'y a pas de lumière, il fait proche de 0 degré, mais c'est quand même habité par des poissons bizarres comme celui-ci, celui-là, ou encore ça. Oui, c'est bien un poisson qui a le crâne transparent pour repérer des proies qui lui passent au-dessus sans tourner la tête. C'est plutôt pratique. Bref, le milieu est super hostile, absolument pas adapté à nos organismes d'humains, et c'est pour ça que pour cartographier les fonds, il a fallu attendre que la technologie progresse et qu'on puisse confier ça à des machines plutôt que d'envoyer des photographes avec des palmes et un tuba. Le premier gros progrès technologique arrive en 1913 grâce à Alexander Bain. Son invention consiste à envoyer une onde sonore dans l'eau, mesurer le temps qu'il faut à son écho pour revenir. Plus la durée est longue, plus c'est profond. Le sonar était né. Mais ce n'est que 30 ans plus tard qu'une femme, Marie Tarp, s'est servie de cette technologie pour créer des cartes des fonds marins. Aujourd'hui, 80 ans se sont écoulés depuis les travaux de Marie Tarp, la technologie a évolué et on a des drones qui utilisent des techniques dérivées du sonar ou complètement nouvelles qui produisent des résultats de plus en plus précis et qui permettent d'aller mapper l'océan toujours plus profond. Aujourd'hui, vous intervenez sur les process de développement des drones. Dans les très grandes lignes, quelles sont les étapes en fait, de développement d'un nouveau drone? Alors déjà, on va essayer de comprendre le besoin des différents clients, des différents marchés qui peuvent s'ouvrir et où il peut être intéressant d'utiliser un drone. Et après, les difficultés, ça va être de faire toute la conception mécanique, la conception électronique des produits, les développer, les tester, les valider, pour ensuite à la fin arriver à un produit qui réponde aux besoins du client initial. Le bureau d'études dans lequel on va développer les parties mécaniques, électroniques, développer aussi les logiciels, le traitement du signal nécessaire à la communication sous-marine. Et ici on définit. Donc là on va travailler au niveau prototype sur ce plateau et au rez-de-chaussée on va travailler sur la fabrication des systèmes. C'est ici que l'on conçoit, qu'on fabrique en fait les produits, donc c'est vraiment la partie production. Donc on réceptionne les pièces qui vont passer par la logistique et puis aller être stockées au magasin. Et puis chaque personne ensuite à son poste réalise les câblages, les assemblages, les tests pour les 4 lignes produits. Donc si on fait le bilan, on a la technologie, les drones sont fonctionnels, donc pour mapper la totalité de l'océan, il suffit, façon de parler parce que c'est immense, de commencer un travail de fourmi et de quadriller le fond petit à petit, non ? Eh ben non, et pour comprendre pourquoi, il faut partir en mer. Pour des raisons évidentes de sécurité, les drones évoluent dans une zone réglementée, et dans ma tête, un drone, bougez pas. C'est comme un drone. Une manette, un écran, et on déroule la mission, sauf qu'au lieu d'aller se mettre au milieu de la zone et d'exécuter justement la mission, j'ai été étonné qu'on traverse la zone sans s'arrêter et qu'on s'amarre à Port-Tudy. Vous allez voir qu'en fait, la raison est évidente. Là, je vais programmer du coup une mission, donc on va lui demander de faire un certain nombre de rails dans la zone souhaitée, qu'on va ensuite envoyer au robot. Et une fois qu'on sera sur la zone, on aura juste à l'envoyer, et le robot sera indépendant et on récupérera à la fin comme convenu. Ce que j'ai compris hier pendant la navigation, c'est que à la surface, on envoie des ondes comme celles de notre téléphone, etc. En revanche, une fois qu'il est parti sous l'eau, on est complètement obligé de changer de mode de fonctionnement et de fréquence parce qu'en fait, ces ondes-là, elles se propagent très mal dans l'eau. C'est ça. Donc en fait, il faut savoir que sous l'eau, on ne peut pas avoir de GPS. Le GPS ne passe pas sous l'eau, donc on n'a plus aucun moyen de localisation, on va dire, absolue. Dans chacun de nos drones, il y a une centrale inertielle. Malgré ça, ces centrales inertielles, elles ont toujours des dérives. Elles ne sont pas parfaites. Donc si on ne les aide pas, elles vont à un moment donné dériver et l'estimation de la position interne du drone sous l'eau va être de moins en moins bonne. Donc pour limiter cette dérive, on a développé un protocole de communication acoustique sous-marine qui permet de créer avec des bouées une sorte de constellation en surface qui sont capables de communiquer avec le drone justement et de lui dire « moi je suis à telle position et j'émets à tel moment ». Donc on connaît la vitesse de déplacement de l'onde dans l'eau. Donc à partir de ça, le drone, lui, quand il reçoit ce message, il est capable de se dire « ok, il y a tel message qui a été envoyé de telle position à cet instant-là, je l'ai reçu à tel moment, donc ça veut dire que la bouée se trouve à telle distance ». Et de la même façon qu'on va pouvoir trianguler avec du réseau mobile ou du GPS ou du satellite, on va faire une sorte de triangulation comme ça sur nos différentes bouées qu'on aura déployées, et ce qui fait qu'on va grandement améliorer aussi la localisation du drone sous l'eau. Donc avec le son sous l'eau, on peut voir et on peut savoir où on est. C'est ça. J'ai l'impression d'être Jacques Cousteau là.
Donc là on est en train d'envoyer dans le drone le parcours qu'on a programmé tout à l'heure au port. On va ensuite le mettre à l'eau et on déclenche la mission à distance. Un des capteurs qu'on va pouvoir utiliser pour cartographier les fonds marins, ça va être par exemple du sonar à balayage latéral. Donc c'est un sonar, donc on a un transducteur de chaque côté qui envoie des ondes acoustiques dans le fond et qui mesure l'intensité des échos qui peuvent être reçus. Et donc ça donne une intensité sur l'image et ça donne une image du fond marin. En fait c'est assez paradoxal, donc ça veut dire qu'on utilise beaucoup plus le son pour voir sous l'eau que l'image. On peut aussi embarquer des caméras vidéo, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans l'eau il y a beaucoup de particules en suspension et qui font que quand on est profond, on a besoin de mettre de l'éclairage. Et sauf que quand on met de l'éclairage, si on éclaire les particules qui sont justement en suspension, ça va venir éblouir entre guillemets toute l'image. C'est un brouillard en fait. Voilà, on est dans le brouillard, on capte rien du fond. Sur ce véhicule-là, on est sur des sonars qui peuvent couvrir jusqu'à 200 mètres de fauché. Le drone va faire un rail et à chaque rail, il va couvrir 100 mètres de chacun de ses côtés. Sortez vos calculettes, sachant qu'un drone permet de cartographier 200 mètres carrés par seconde, que la surface totale de l'océan fait 361 millions de kilomètres carrés. En effectuant les conversions métriques nécessaires, calculez le temps qu'il faut à un drone pour quadriller tout l'océan. 57 000 ans. Vous allez me dire que ça fait beaucoup, mais qu'on pourrait envoyer des milliers de drones. En fait, on a un problème encore plus grand. Quelle est l'autonomie d'un drone sous-marin? Pareil, hors de grandeur, parce que j'ai compris hier qu'il y avait des grosses variations. Mais... Ouais, l'autonomie va dépendre de plusiures choses. Ça va dépendre du nombre de capteurs embarqués, de la vitesse d'évolution surtout, parce que le plus gros consommateur sur un drone, c'est la propulsion. On va dire que un Emosense à faible vitesse, à 2-3 nœuds d'évolution, on va être sur 10-12 heures. Sur un Comet qui va être plus gros, ça va être le même ordre de grandeur, mais on va avoir beaucoup plus de capteurs et être capable d'aller beaucoup plus vite. Aïe. Il faut changer les batteries 2 fois par jour. On passe d'un coup de 57 000 ans à 75 000, mais ça ne sert à rien de trouver une solution pour aller plus vite tant que le gros problème bloquant ne sera pas réglé. C'est quoi la profondeur max d'un drone sous-marin? Alors j'imagine qu'ils sont tous très différents, mais vous, les ordres de grandeur ici? Alors nous, les nôtres, pour l'instant, vont tous jusqu'à 300 mètres. Dans les prochaines années, on a des projets de développement pour aller chercher jusqu'à 3000 mètres. Ce qu'il faut savoir, pour aller au fond de la mer, plus on descend profond, et plus la pression autour de tous les équipements qui vont descendre va être importante. Donc ça veut dire que s'il faut aller à 300, 3000, 6000 mètres, on n'imagine pas, mais c'est des pressions énormes qui s'accumulent. Et donc faire des équipements qui vont jusqu'à ces profondeurs-là, c'est difficile, parce que les capteurs ne sont pas capables, depuis la surface, d'aller capter les informations qui peuvent se trouver au fond. Donc ça veut dire qu'il faut des véhicules qui puissent aller plus proche du fond pour récupérer ces données avec des capteurs. Mais il faut que ces capteurs puissent subir la pression extérieure de l'eau. Donc c'est pas des choses qui sont très évidentes. Vous avez parlé d'aller plus loin dans les profondeurs. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions dont vous avez le droit de parler Joker. Ouais, Joker, ouais. Maintenant, il reste la question fondamentale. Peut-être vaut-il mieux pour l'océan qu'il reste inexploré que son inaccessibilité et sa meilleure protection, une forteresse dressée contre l'impact de l'homme. D'une manière générale, de toute façon, la connaissance est quand même un préalable. Donc aujourd'hui, sur des zones qui sont méconnues, faire un inventaire, par exemple, environnemental, c'est quand même important dans tous les cas. En France, le président Macron a donc stoppé en fait, l'exploitation minière. Ça ne stoppe pas, dans tous les cas, les besoins de connaissances, puisque même si la France n'exploite pas, le risque est tout de même que des industriels exploitent illégalement ou que des pays aussi décident d'exploiter légalement. Et c'est ce qui se produit. Ce n'est pas la connaissance ou la méconnaissance qui empêchera l'exploitation illégale ou une exploitation, on pourrait dire, irrespectueuse de se mettre en place. Nous, on pense que les instruments de connaissance, dans tous les cas, ils ont leur place, puisqu'ils permettront au moins de connaître, peut-être de constater éventuellement des éventuels dommages ou dégâts, d'être au moins en mesure d'intervenir et d'avoir des solutions techniques, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie barrière technique sur le volet sous-marin. Parce que vous aimez l'action sous la mer, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Il s'agit d'un documentaire où j'ai passé 4 jours avec les nageurs de combat de la Marine nationale. J'ai pu filmer le commando Hubert en action.